Et pour répondre à la commande, parce qu'il y a une commande, je voudrais essayer de vous dire comment en France, et c'est pas pour faire du nationalisme ou du localisme, mais on ne parle bien que du lieu où on connaît, avec un regard extérieur, et c'est celui que vous avez apporté les uns et les autres, sur la genèse, l'apparition de ce thème de la médiation culturelle. Je crois qu'on n'évite pas un regard sur l'histoire. Je ne suis pas historien, mais si on essaye de réfléchir sur les enjeux d'aujourd'hui, dans une réalité en France qui, je crois, s'apparente beaucoup aux réalités anglaises, aux réalités américaines, avec toutes les spécificités qui sont les nôtres ou qui sont les vôtres, il me semble qu'on doit mettre l'accent sur une triple crise. Et une crise, c'est pas forcément quelque chose de dramatique, c'est un monde qui meurt, sur lequel on s'est fondé à travers des modèles, à travers des valeurs, et puis un monde qui naît, et le monde qui meurt n'est pas encore mort, le monde qui naît, on ne l'a pas encore totalement identifié, et il me semble que la thématique de la médiation culturelle participe de cette lutte entre l'ancien et le nouveau, et il est évident que ce qui en émerge, c'est pas la table rase, c'est pas la révolution culturelle qui balaye un passé, mais qui part de la connaissance du passé pour comprendre le présent et pour se projeter, oui, dans ces questions. Pourquoi cet accent porté sur la culture, sur l'art, sur la médiation, alors que ces questions sont sociales, politiques, économiques? Et je partage, au fond, votre pari, qui est l'art peut jouer un rôle extrêmement important dans ces transformations sociales. Il peut les accompagner, il peut les prévoir, à condition d'élargir le terme de l'art, de ne pas l'enfermer dans les catégories anciennes, dans les catégories d'une histoire de l'art qui a trouvé des étapes dans la lutte entre la modernité et le classicisme. Tout ça pour dire que l'histoire est importante, surtout dans un pays comme le nôtre, pays très politique, pays qui fonctionne par crise et par soubresaut. L'image de la Révolution française, l'image du Front populaire, l'image de mai 68, les choses bouillonnent et à un moment donné, elles naissent. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans cette triple crise en France, crise politique. Un exemple, le nombre d'abstentions aux élections locales, aux élections nationales, peut-être moins aux présidentielles, parce qu'on a eu un grand homme de spectacle qui, au fond, avec un répertoire totalement nouveau, nous a présenté une fonction totalement nouvelle. Là, on a été acheter le ticket. On va très vite s'apercevoir que la représentation qui nous a été promise n'est pas exactement celle qui correspond à l'état du monde. Bref, crise politique, crise sociale, qu'on a beaucoup de mal à nommer en France. Vous allez voir, moi, je n'utiliserai jamais, parce que ce n'est pas dans notre vocabulaire ou dans notre culture, et je l'ai entendu ici tout ce matin, il faudrait que nous l'appréhendions, ce mot, c'est la dimension communautaire. Chez nous, en France, on ne pointe pas cette dimension, pour une raison que je vais rapidement rappeler, tout simplement parce qu'on est adossé à 2 siècles qui ont été deux siècles de bagarres. Il faut que je prenne ma montre, parce que je sens que là, si je remonte à 2 siècles avant, les 20 minutes que vous m'avez accordées, je vais les dépasser. Mais c'est quand même important, ces 2 siècles, c'est la République. Chez nous, il y a un triptyque qui fonctionne depuis 2 siècles, et il y a eu 1 siècle de bagarre pour l'approprier. C'est le triptyque peuple, nation, culture. Les choses vont ensemble, et il a fallu 1 siècle, depuis la Révolution française, jusqu'à ce qu'un historien appelait à la fin de la Révolution française, 1 siècle plus tard, l'affaire Dreyfus, pour que la République naisse. Et au fond, toutes les questions sur la culture, nous les avons abordées à partir de l'idée d'intégration à la République. C'est-à-dire que les différentes couches d'immigration qui se sont reproduites en France avec l'industrialisation et l'urbanisation n'avaient qu'un seul objectif, lorsqu'on parlait de développement culturel, d'action culturelle, de culture, que l'intégration,
dans la nation française. Donc l'oubli, au fond, on demandait aux gens qui venaient s'installer chez nous d'oublier d'où ils venaient, pour quitter leur vieille tunique, ou leur tunique exotique, avec des accents, avec d'autres références, avec d'autres valeurs, pour endosser l'habit de la République. Or, l'habit de la République, il était parfois mité, il y avait des courants d'air, et puis parfois on leur disait « vous n'êtes pas encore digne d'avoir les deux générations pour pouvoir endosser cet habit ». Et donc, crise politique, crise sociale, qui n'est pas simplement une crise économique chez nous, qui est aussi une crise où nous n'arrivons pas à nommer les exclusions. Et les exclusions, certes, elles sont de nature économique et sociale, mais elles sont aussi de nature ethnique. Nous sommes en train d'inventer des ghettos sans les reconnaître et sans les nommer. Et des ghettos pour des populations qui, pour des tas de raisons culturelles, ethniques, sociales, économiques, n'ont pas les moyens qu'ont eu les générations italiennes, polonaises, juives, espagnoles, de s'intégrer à la réalité française par le biais de l'école. Aujourd'hui, ceci est en crise, et ce modèle républicain, nous y tenons encore, parce que c'est notre histoire, et il faut y tenir, mais nous n'arrivons pas à nommer, et la culture et l'art c'est fait pour nommer, nous n'arrivons pas à nommer ces poches de ségrégation qui font qu'on demande aux gens de venir endosser une culture qui n'est pas la leur, sans leur permettre d'exprimer la culture dont ils viennent et qui fait partie, au fond, d'un universalisme. Nous nous réfugions dans l'exception culturelle. Je ne voudrais pas, ici, au Québec, avoir une vision négative de mon pays. Au contraire, je pense qu'il y a eu une invention, une création, une créativité, mais en réalité, aujourd'hui, nous sommes en crise. Et peut-être que le terme de médiation est un élément pour pointer les données de la crise. Alors voilà pourquoi j'ai voulu, et je vais encore un petit mot sur cette dimension de l'histoire. Il se trouve qu'en France, c'est l'État, avec un grand E majuscule, qui a porté, depuis la Ve République, 1959, une volonté politique d'intervenir dans le champ de la culture, de faire de la culture l'objet de cette action. Vous savez qu'il y avait un grand acteur, un grand metteur en scène qui était Jacques Copeau, qui a été celui qui a fondé, au fond, tout le travail sur le corps de l'acteur à travers l'esthétique du tréteau nu, c'est-à-dire plus de décor, simplement le jeu du comédien, qui disait il n'y a que deux grands régimes qui ont réussi à donner une vigueur au théâtre. Il écrivait ça en 1942, période malheureuse, période où l'unité et l'identité française en a pris un drôle de coup. Et il disait il y a deux grands régimes qui ont fait du théâtre un élément de l'éducation, un élément de la construction de l'identité nationale. C'est des régimes totalitaires, c'est le nazisme et c'est le socialisme. C'est pas du tout ce qui s'est passé en France. Néanmoins, il s'est passé quand même une chose importante, c'est que l'État, en 1959, devant une autre crise qui était politique, qui était la décolonisation, et dont nous n'avons pas encore fait le deuil ni la mémoire. Les États-Unis ont fait des tas de films sur la guerre de Corée. Les États-Unis ont fait des tas de films sur les guerres qu'ils ont menées à l'extérieur. Chez nous, vous ne verrez pas de films, tout simplement parce que les producteurs pensaient que ça pouvait encore toucher des blessures profondes dans le sentiment d'identité nationale. Vous ne verrez que très peu de films sur la guerre d'Indochine, sur la guerre d'Algérie, pratiquement pas, où ils sont passés dans des circuits marginaux. Et donc, en 1959, il y a une crise importante, qui est la 4e République, qui meurt de ne pas savoir faire la paix en Algérie. Et la 5e République vient, au fond, là, pour, dans ce développement des 30 glorieuses, qu'on a appelé les 30 glorieuses, ces 30 années de développement économique, de développement urbain, de développement industriel, pour permettre ces changements
sociaux qui se font toujours chez nous dans la douleur. L'accouchement est toujours très difficile et il prend plus de 9 mois. On n'est pas sur des rythmes de vie, on est sur des rythmes d'histoire. Et donc, le ministère des Affaires culturelles, on n'appelle pas ça encore ministère de la Culture, ça minorise un peu des affaires culturelles, se crée avec une idée, qui est celle de Malraux, qui est à la fois un poète, qui a été un compagnon de route du général de Gaulle, qui est un théoricien de l'art, sur une idée qui est, compte tenu de la perte de la foi et du fait que depuis 50 ans, nous ne sommes plus portés par le religieux, par une croyance qui à la fois nous permet d'organiser notre vie, nos valeurs, la sensibilité qui est la nôtre, par le fait que les idéologies sont mortes et le nazisme et la crise que l'on sent déjà venir ou que l'on peut identifier dans les pays socialistes est présente. Et Malraux a cette intuition géniale qu'il a depuis longtemps, c'est que l'art et la culture, mais pour lui c'est la même chose. L'art recouvre la culture. Et il n'a pas de vision de la culture qui élargit le domaine de l'art. La culture, c'est l'ensemble des œuvres qui témoignent de notre appartenance à l'universalité. Et il pense que la culture, entendez l'art, va permettre de sauver cette identité nationale qui est profondément lézardée par les guerres coloniales et par notre incapacité à négocier, à entendre la parole de l'autre, qui revendique une autonomie, non seulement nationale, mais une autonomie culturelle. On mettra beaucoup de temps chez nous à parler de la guerre d'Algérie. On parlera des événements d'Algérie. On aura beaucoup de mal de parler de la révolution culturelle de 68. On parlera des événements de mai 68. Or, aussi bien la guerre d'Algérie que les événements de 68 ont été une rupture symbolique, et Dieu sait si l'art est porteur de ce symbole. Et au fond, l'idée de Malraux, qui formule pas, parce qu'il est toujours dans un espèce de prophétisme, c'est que la culture qui jusque-là, dans un pays idéologique comme le nôtre, était l'objet d'antagonisme. D'un côté, la culture ouvrière opposée à la culture bourgeoise, la culture rurale opposée à la culture industrielle, la culture dominante opposée à la culture dominée. Vous entendez par là une vision du monde qui est forte dans les années 40, 50, enfin disons 50 après la guerre, qui est une vision marxiste de l'histoire, du social, des superstructures, et pour essayer de faire de la culture un lien identitaire, d'échapper aux oppositions culture dominante, culture dominée. On a cette merveilleuse invention terminologique, c'est qu'on ne va plus parler de culture avec des attributs et des qualificatifs. On va proposer des termes très performatifs. On va parler de démocratisation culturelle. On va parler d'action culturelle. On va parler de création culturelle. On va parler d'animation culturelle. Et puis, une vingtaine d'années plus tard, on parlera de médiation culturelle. Je voudrais essayer d'organiser un peu, et ça n'est valable que pour la situation française, les différents sens, les différentes conceptions de la culture qui peuvent être implicites, jamais nommées, mais qui sont implicites dans cette déclinaison, où c'est toujours des mots de nature performative, accolés avec l'adjectif culturel. Je dirais que dans un premier temps, la vision de Malraux, qui consiste à penser que l'art, il n'est pas nécessaire de préparer la rencontre avec l'art si on se pose la question de l'élargissement des publics. Et l'élargissement des publics, il se pose en France sur deux plans. Il se pose sur le plan sociologique. Il est évident que la fréquentation de l'art, ou disons des arts légitimes, de ceux qui rentrent dans une tradition, de ceux qui poursuivent le mouvement de la modernité de l'art, c'est-à-dire du classicisme, du romantisme et des ruptures des avant-gardes, eh bien, cet art-là, cette culture-là, doit être élargie à de nouveaux publics. Et on n'est pas encore d'ailleurs à des nouveaux publics venus d'outre-mer. On est sur des publics
Et le mot public, je ne l'aime pas, parce que quand on utilise le mot public, on est public de quelque chose. Alors je préférerais utiliser le terme de population, le terme de citoyen, le terme, non pas de communauté, parce que chez nous ça sent le soufre, mais il s'agit bien de ça. Alors j'utiliserai un terme plus politique, parce qu'on est un pays politique, j'utiliserai le terme de société civile. Et quand j'ai été élu pendant 6 ans, mais j'étais un faux élu, c'est-à-dire que, là aussi, j'étais comédien, j'étais universitaire, et puis j'étais dans un mouvement de gauche, mais pas les partis traditionnels. Je prétendais non pas représenter la société civile, mais être une émanation de la société civile. Et quand je m'adressais au président de la communauté d'agglomération, en lui disant la société civile, il me regardait avec des grands yeux, comme si j'avais fait un numéro de clown avec un nez rouge, et il me disait mais quelle société civile? Moi je suis la société civile, je suis pas la société militaire. Il y avait une volonté de croire que la démocratie délégative, qui est une conquête admirable, sans elle c'est la dictature, mais il y avait cette illusion totale de croire que la démocratie par délégation représentative est capable de résoudre l'ensemble des questions qui se posent dans le monde industriel et dans le monde urbanisé. Il en va de même de la culture traditionnelle ou de la culture institutionnelle. Elle n'est pas capable, pour des tas de raisons, de prendre en charge les attentes d'une population et non pas d'un public. Le public, il est public de quelque chose. Il est produit, il est créé par l'institution, quelle qu'elle soit. Et je reviens donc à cette création du ministère des Affaires culturelles. Très vite, on s'aperçoit, les acteurs de terrain, et moi j'en fais partie à ce moment-là, on s'aperçoit que l'idéologie de Malraux, qui est l'idéologie qui consiste à penser que l'art, par sa capacité magique, par sa capacité de choc, par sa capacité de révélation, est capable de séduire de nouveaux publics sans qu'il soit nécessaire d'aménager la rencontre avec l'œuvre. Et quand on dit l'œuvre, c'est l'œuvre qui est légitime, celle qui a parcouru les siècles, celle qui dure et qui est la représentation symbolique de la culture d'un pays. Et très vite, les acteurs de terrain, qui ne relèvent là que du ministère de tutelle des Affaires culturelles pendant les 10 premières années des années 60, inventent un triptyque qui est instrumental. La création, c'est-à-dire la production artistique, les artistes, la création contemporaine, et comme il faut bien la diffuser, des dispositifs de diffusion que sont les maisons de la culture. Alors les maisons de la culture, chez nous, au début des années 60, ont une vocation, c'est de s'ouvrir au nouveau public, et puis aussi de permettre la transdisciplinarité. C'est-à-dire que les maisons de la culture se font chez nous essentiellement d'abord autour du théâtre. C'est très compréhensible. Pourquoi autour du théâtre? Parce que peut-être le théâtre est un art vivant, il se fait ici maintenant, il est en lui-même une médiation. Il faut que je regarde, Guy, parce que je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. J'ai encore 5 minutes. Ouais, il faut que j'aille vite alors. Bien, donc le théâtre est en soi-même une médiation, parce qu'il est, dans l'instant présent, la capacité d'un groupe qui a travaillé sur un texte de nourrir une relation vivante avec des spectateurs, un public, mais avec à chaque fois le spectateur. Et donc on invente ce triptyque création, diffusion, animation. Et l'animation est le parent pauvre au fond. L'animation, ce sont ces dispositifs instrumentaux qui doivent permettre la diffusion. Très vite on s'aperçoit que ce dispositif a des limites. Il y a eu un acquis de la démocratisation culturelle, parce que bon, ce triptyque-là, c'est ce qu'on met derrière le mot de démocratisation culturelle, l'accès aux œuvres. C'est tout. C'est pas l'accès aux pratiques, c'est pas l'accès au langage artistique, c'est l'accès aux œuvres légitimes. Alors comme on n'est pas sûr que le mot légitime il soit légitime pour tout le monde, parce que la légitimité elle est faite pour être remise en question, on dit des œuvres d'excellence. Mais on ne définit jamais quelles seront les qualités de l'excellence, sinon celles que le public cultivé, le public légitime, celui qui sait comment se comporter vis-à-vis d'une sculpture, comment se comporter vis-à-vis d'un orchestre symphonique, comment se comporter vis-à-vis d'un spectacle de théâtre, c'est-à-dire plus du tout dans la participation physique, mais dans le respect et dans les applaudissements. Eh bien, voilà, on se rend compte qu'il faut des instruments pour conduire l'ouverture vers de nouveaux publics. La démocratisation culturelle en France, je crois, a été un succès sur un plan.
celui de gagner des nouveaux publics sur un plan géographique. Parce que une des réalités de la France, pays centralisé, pays où Balzac le montre bien, pour réussir dans les arts, pour réussir dans le journalisme, c'est à moi Paris. C'est la grande formule de Rastignac. Eh bien, 20 ans plus tard, la province n'est plus le désert culturel dont parlait Malraux dans les années 60, en province, c'est-à-dire dans les grandes villes ou dans les moyennes villes. Et ça avait déjà commencé dans les années 45 avec un phénomène qui s'est appelé la décentralisation dramatique, c'est-à-dire la production dans des lieux qui jusque-là ne faisaient que recevoir des tournées qui viennent de Paris. Donc il y a eu effectivement cet élargissement du public sur un plan géographique, mais pas sur un plan sociologique. Donc, il y a les événements de 68 qui apparaissent, et dans ces événements de 68, ils sont une véritable révolution culturelle dans la mesure où ce sont des thèmes culturels qui apparaissent. Et le thème culturel qui apparaît, c'est « Prenez la parole ». C'est-à-dire, c'est un thème qui est, à mon avis, aussi inhérent à la médiation, c'est la prise de parole du sujet, de la personne. Alors évidemment, il y a aussi en France toujours un aspect un peu romantique, et un des grands philosophes, psychanalystes, qui a beaucoup aidé ce travail sur l'animation culturelle, a dit en 1968, en France, on a pris la parole comme on a pris la Bastille en 1789. Mais ce n'était pas exactement les mêmes conditions de répression et de lutte. On était resté dans le symbolique. Et toutes les années 70 se sont organisées non plus autour de ce triptyque action culturelle, support actif de la démocratisation culturelle, mais autour de la notion de développement personnel. C'est-à-dire la culture comme capacité à se connaître, se reconnaître dans un rapport à l'autre, et également développement collectif. Malheureusement, ça a duré 2-3 ans, dans un cadre politique sur lequel je n'ai pas le temps de revenir. Il y a eu une régression considérable où alors la culture et les artistes ont été considérés comme devant trouver leur répondant et leur tutelle auprès de l'État. Et un des ministres de l'époque, qui s'appelait Druon, qui d'ailleurs est celui qui avait fait les paroles des chants des partisans, il avait un héritage important, accusait les artistes, c'était les années 70, de se promener avec un cocktail Molotov dans une main et la sébille de l'autre. La sébille, c'est la petite soucoupe où on demande de l'argent à l'État. Parce que c'était effectivement le seul État qui rentrait dans la tutelle et dans l'organisation de la culture. Je passe très vite. Dans les années 80, autre rupture, qui est un changement... J'en ai terminé. C'est... un autre... La prochaine fois que je reviendrai remplacer quelqu'un, vous me donnerez une demi-heure et j'écrirai le texte avant. Parce que chez nous, ça se fait en 5 actes, hein, c'est ce passage sur la culture. Le troisième, donc, élément qui va, à mon avis, permettre ce thème de la médiation, et je conclurai en vous disant quelles sont les grandes thématiques que je vois, c'est l'alternance politique, c'est-à-dire l'arrivée de la gauche, et le grand espoir porté par Lang, c'est la technique qui va être la médiation, qui va permettre la relation entre le culturel et l'économique. On va dire, et on va prendre là beaucoup de leçons chez les Québécois en disant développons les industries culturelles, développons le câble, développons tout ce qui permet un autre rapport à la culture par le numérique, parce qu'on n'a plus besoin des grands appareils de production. Je terminerai en disant que pour nous, la médiation culturelle, elle est venue se substituer à ces syntagmes, l'animation, l'action culturelle, la démocratie culturelle, les remplacer. Non pas pour faire autre chose parce que le monde aussi, chez nous, a énormément changé, notamment dans la prise de conscience, à la fois de ce que permet l'art et la culture, mais aussi de ses limites. Parce que les changements politiques, on ne peut pas les attendre que de la culture. Sinon, on est dans l'illusion culturelle, comme on est dans l'illusion religieuse. Et donc, pour moi, la thématique de la médiation culturelle, c'est l'accent porté sur 3 choses. Et je terminerai ces 3 choses et je ne les développe pas. D'abord, c'est sur la parole de la personne, du sujet. Tout ce qui va être la valorisation de ce qui va permettre à une personne et à un groupe, le langage quel qu'il soit, il y a ce thème du contact. L'art consacré n'est pas le seul élément du contact. Et du lien. Donc, c'est l'expression de la personne, la prise de parole à travers les langages artistiques. La deuxième donnée de la médiation culturelle,
c'est à chaque fois de se rendre compte qu'on est dans un cadre de circonstances, de contexte, de situation, et qu'il faut analyser ce cadre et ce contexte qui est fait de gens qui sont au travail, de gens qui viennent d'ailleurs, de couches d'âge, et que la culture ou l'art doivent se politiser, non pas pour défendre des contenus, se politiser pour créer du lien social. Les Grecs disaient Pénélope au poste de commande, c'est-à-dire c'est tisser ce maillage dont vous avez parlé. Donc cette référence, on n'est pas dans un monde désocialisé, dépolitisé, et c'est pour ça que les termes que nous utilisons ne sont pas exactement et ne renvoient pas exactement aux mêmes conditions d'existence. Et puis, j'ose même pas regarder Guy, d'ailleurs, parce qu'il va me dire déjà comme ça. Et le troisième élément, qui est la réflexion sur les dispositifs esthétiques. Esthétique, c'est-à-dire au plan sensible. L'image ne peut pas dire la même chose que le texte. Le corps du comédien ne peut pas dire la même chose que la musique. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, on l'entend, on a une hybridation de ces langages. Non seulement parce qu'il y a ce mélange des disciplines, on n'est plus dans le fractionnement, mais aussi parce qu'on hérite et sont là dans le même monde que nous. Et c'est la question qui se pose en France, celle du vivre ensemble, avec des immigrations différentes qui ont des valeurs, des sensibilités différentes. Et pour moi, la médiation culturelle, ce sera mon dernier mot, je vous le promets, c'est vivre ensemble, et dans le vivre ensemble, c'est le trait d'union. Et c'est ce trait d'union qu'il faut travailler, qu'il faut produire, parce que vivre ensemble, on peut le dire, mais ça ne s'impose pas de soi. Le monde est fait de conflits. Le problème de la médiation culturelle, c'est de passer de la guerre à la gonne, c'est-à-dire du polémos à la confrontation. Merci.